Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où je retrouve mon cher camarade Hugo aujourd'hui. Comment ça va? Bah écoute, ça va super, on est là pour un podcast désormais, traditionnel, notre fameux, duo sur Quentin Dupieux. Tout à C'est fait. c'est assez rare qu'on se retrouve sur autre chose désormais parce qu'il fait tellement de films qu'on arrive à se croiser à peu près souvent quand même. Voilà. Et on remercie Quentin Dupieux de nous réunir donc annuellement ou des fois 2 fois par an. Et on est parti pour une odyssée sur son cinéma une nouvelle fois. On ne compte plus hein, le nombre de longs métrages qu'il a fait. On a arrêté de compter. Ça suffit. Mais là, ce qu'il nous propose, c'est un petit peu différent de d'habitude. Et pourtant, ça rejoint pas mal de ses obsessions et thématiques avec Le Vertige, qui est sa première œuvre d'animation. Mais comme Quentin Dupieux ne fait jamais les choses comme tout le monde, il propose une animation un petit peu rétro façon PS1 ou PS2. Il y a eu des débats là-dessus. Disons des choses qui sortaient dans les fin des années 90 en termes de cinématique. Et au casting, nous retrouvons quand même des vrais gens à la voix et en termes de capture motion, quoi, hein, motion capture, comme vous voulez, avec Alain Chabat, qui je pense est son acteur fétiche en termes de présence dans son cinéma. On n'a pas compté non plus le nombre de fois où il a été, mais Incroyable mais vrai, Réalité. Il a même été une marionnette dans Fumer fait tousser. Bref. Et il y a aussi Jonathan Cohen qui était dans Dali pour un duo de potes hein, sur le papier. Le rôle féminin principal étant confié à Anaïs de Moustier, qui est elle aussi souvent présente dans son cinéma. Citons aussi la présence de Jean-Marie Windling pour un rôle central assez important. Bien sûr, il y aura une zone spoiler à un moment, mais restez à l'écoute et restez fidèle au timecode qu'on vous propose dans le titre du podcast. Le vertige, ça parle de quoi? Alors c'est tout simple, hein. Un jour, Jackie arrive à 5h52 du matin, c'est très important, chez son ami Bruno, dont l'épouse attend un enfant. C'est pas très sympathique quand même de déranger comme ça un couple de potes aussitôt alors que la dame est sur le point d'accoucher, et pour cause, hein. Et Jackie rentre et dit à Bruno qu'il est persuadé que le monde dans lequel ils vivent n'est qu'une gigantesque simulation. Et il a des preuves. On verra dans le film quelles preuves il apporte. Bruno, au début, il est là en mode attends, et la montre là que j'ai, ça n'existe pas et tout. Et l'argent, ça existe hein. Bonne question, tiens, ça. Et en fait, très vite, Jackie, en étant là, va se rendre compte du 265e bug, ça aussi c'est peut-être important, je ne sais pas, qui est en fait l'accouchement très soudain du personnage d'Anaïs de Moussier qui s'appelle Fabienne, alors qu'elle vient de perdre les os, pouf, l'enfant il tombe comme ça, il n'y a aucune logique. Alors nous on rigole parce que nous spectateurs on sait qu'on est devant un film de fiction et on voit avec l'animation présentée que c'est absolument irréaliste. Pas surréaliste, mais irréaliste. Et alors là, Bruno, il se dit ah ouais, peut-être quand même, hein, je vais te suivre là, parce que Jackie lui dit j'ai toute une liste de bugs. Et déjà là, on rentre dans une idée assez folle, hein. Bruno, qui vient d'être papa, abandonne sa femme pendant plusieurs heures pour aller chez son pote vérifier la liste des bugs pour voir si on est dans une simulation. Après tout, peut-être que c'est encore plus important que tout, de savoir si on vit dans un monde réel ou pas. Et après, ben, il va se passer beaucoup de choses avec Bruno et Jackie qui vont essayer de comprendre, de théoriser, de suranalyser peut-être, et de trouver une faille dans cette simulation, ce simulacre et simulation, comme le disait Jean Baudrillard, un film évidemment qui rappelle Matrix, qui est très vite cité hein, d'ailleurs par le personnage de Jonathan Cohen, et on rentre dans un délire à la Dupieux entre absurde, jeu sur réalité et fiction, mais aussi beaucoup d'humour, parce que c'est avant tout une comédie d'1h07. Mon cher Hugo, ici présent, a eu la chance, le privilège de le découvrir à Cannes et je crois tu l'as revu une deuxième fois, donc c'est important d'avoir ta perspective de revisionnage. Quel est ton ressenti global sur ce Dupieux et peut-être comment s'inscrit-il dans son cinéma? Alors ça, c'est une question peut-être qu'on développera en deuxième partie, mais comme ça, là, qu'est-ce que tu en as à en dire en incipit de ce podcast? Bah, déjà, je dirais que c'est un film qui est, assez, pour ma part surprenant dans le sens où, on ne voyait pas forcément quelqu'un comme Quentin Dupieux aller vers, l'animation. Forcément, il le fait à sa manière et ça lui va très bien et ce que je trouve, intéressant dans ce revisionnage, c'est avant tout et c'est un peu extérieur au film, mais la date à laquelle j'ai vu le film, c'est-à-dire, bah, le jour de sa sortie, le 10 juin.
ou le même jour finalement qu'un certain Steven Spielberg et qui lui aussi ramène de nos jours, alors avec un film que je trouve beaucoup plus mauvais, désolé de le dire, mais qui ramène cette crainte du réel, quelque chose que le cinéma avait un peu oublié depuis les années 90, la fin des années 90 précisément, où se jouait déjà Matrix, où se jouait The Truman Show, où se jouait Fight Club, bref, plein de films qui, par l'image numérique et les premières CGI montraient que on pouvait craindre la réalité, que la réalité n'était peut-être pas ce que l'on pense. Et en cela, je trouve ça intéressant parce que ces deux films-là ont finalement une nature complotiste qui ramène à la fois aux années 90 pour Dupieux et aux années 70 pour Spielberg. Et Dupieux, je pense, a parfaitement saisi, peut-être que ce n'est pas volontaire et que c'est même inconscient, mais que cette crainte du réel, elle appartient à un passé qui est celui des années 90. Et pour cela, je trouve le design polygonal, comme tu l'as dit, de PlayStation assez, assez vraiment intelligent. C'est peut-être pas fait exprès de sa part, on n'en sait rien et finalement je veux pas savoir, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très pertinent dans ce choix esthétique, dans le sens où c'est complètement numérique et c'est assumé comme quelque chose de numérique, et en même temps c'est quelque chose de chronologiquement daté, la première PlayStation datant de 1994. Donc on est aussi dans le deuxième tiers, hein, l'existence de la PlayStation, c'est dans le deuxième tiers des années, la deuxième moitié, pardon, des années 90. Et donc il y a vraiment cet ancrage suite à cette crainte du réel. Et qu'est-ce que ça veut dire de notre époque? Bah, ce sera, je pense, tout le sujet de notre podcast. Alors je te rejoins sur les grandes lignes et déjà je l'avoue ici peut-être, alors ce n'est qu'un premier visionnage, hein, mais Quentin Dupieux a surpassé le maître Steven Spielberg, du moins sur les deux films que j'ai vus. Après ça Oh, se joue c'est pas pas à grand-chose. peut-être, hein. Non mais c'est plus complexe. C'est des films qu'il faut revoir. Alors surtout Disclosure Day, je pense que, mais ça c'est un autre débat. Peut-être qu'il y aura aussi un enregistrement sur la septième illusion au sujet de ce film qui divise. Mais bon, le Vertige va diviser aussi, puisque par définition, un Dupieux divise, fatalement, hein, et ne laisse rarement indifférent, ça dépend. Parce que oui, il y a des gens qui en ont rien à fiche de Dupieux, mais il y a des gens qui détestent et des gens qui adorent. Ici, on est face à un film d'une simplicité totale sur un principe. Et c'est ça que j'aime sur le papier là. Dupieux revient à une sorte d'artisanat qui a toujours été là dans son cinéma. Hein. Mais un artisanat, là, il repart à zéro, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Hein. Il tente un, on va dire, travail d'animation qu'il ne connaissait pas. Alors, pour ce faire, forcément, il a plutôt tenté un pas de côté. Il n'est pas allé faire du Miyazaki. Je sais qu'il aime beaucoup Miyazaki, Dupieux en vrai. Donc, non, il est allé avec des jeunes, donc toute une équipe. Je crois qu'il y a son beau-fils dans le lot d'ailleurs, et à revenir à une cinématique des années 90. Ce qui n'est pas anodin non plus dans le geste, évidemment, de renvoyer ici, parce que c'est un jeu sur le temps, comme souvent chez Quentin Dupieux. Mais bon, l'artisanat, il est toujours en train de questionner l'artisanat, l'art au sens large. Quentin Dupieux, même dans ses films les plus récents, quand je dis qu'il revient à il y a toujours été, mais ici, il reboot son système, un peu comme il rebooterait la Matrix, hein, la Matrice, si vous voulez, avec quelque chose où il va dans un univers qu'il ne connaît pas visuellement pour y insuffler son cinéma. Parce qu'après, au niveau tournage technique, alors à part les comédiens qui ont lu les textes, parce que c'est pas vraiment joué, c'est lu, c'est intéressant parce qu'on voit le décalage global aussi qui colle à l'ambiance du film. Après, il déploie un petit peu dans sa mise en scène des choses qu'il pouvait faire, notamment dans la façon de gérer les chants contre chants, un peu à la Dupieux, avec des décalages aussi. C'est très intéressant parce qu'il y a des décalages presque de bugs cinématiques dans la démarche des personnages, mais aussi dans la façon dont ils échangent, notamment dans la première partie quand Jackie annonce à Bruno tout ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a cette idée-là. Je ne sais pas si la règle de 180 degrés, elle est là, mais on voit, il y a un petit truc. Mais on voit souvent ça chez Dupieux. C'est difficile à analyser comme ça à chaud sans montrer éventuellement des images à côté. Mais bon, pour montrer toujours qu'on est dans un monde qui est une forme de potentielle réalité chez Dupieux. Enfin, il montre des mondes qui sont réalistes sur le papier, hein, parce que Fumer fait tousser, c'est un peu à part quand même, mais avec cet aspect étrange qui va d'ailleurs insuffler souvent les intrigues de Dupieux. Donc là, l'artisanat, il est là, et on continue à dérouler les obsessions récentes, mais pas que récentes, hein, de Dupieux, comme tu l'as dit, sur le monde actuel, la réalité, le monde moderne. Il reste quand même à minima sur deux films qui questionnent cela. Alors le deuxième acte, hein, qui a été très critiquable, qui est une œuvre assez particulière, où il va aussi beaucoup dans la provoque, il tente des choses qu'on a pu lui reprocher derrière, mais bon,
où il y avait cette idée à un moment où il y a l'intelligence artificielle qui apparaît, hein, on ne va pas revenir sur les détails du film, mais comment sur la conception d'une œuvre pour aller plus vite, pour être rentable, pourquoi pas un jour utiliser l'intelligence artificielle. Et il y a eu bien sûr l'année dernière l'accident de piano où on avait une influenceuse qui était ancrée dans son système de rentabilité, elle aussi, avec un jeu sur les images qui n'était pas des images réelles parce que c'était des images jouées par rapport à son réseau et à son, qu'elle faisait ça pour ses fans, et qui ne ressentait plus rien parce que dans ce monde réel d'aujourd'hui, elle ne vivait plus, quoi. Elle était enfermée dans son truc. Et dans le deuxième acte, on a des actrices et des acteurs et ou personnages de ces actrices et acteurs enfermés dans on ne sait plus où est la fiction et le réel. Et là, il pousse un peu plus, j'ai envie de dire, le délire, paradoxalement, en revenant à une simplicité, mais absolue, comme tu l'as annoncé là, Matrix, le Truman Show, Fight Club, questionner ce qui est réel dans un synopsis et une intrigue, mais d'un basique absolu. Il y a un gars, il se dit, tiens, on vit dans une simulation, on va essayer de trouver les bugs. Et c'est très drôle parce que nous, les bugs, on les voit avant l'annonce de Jackie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais voilà, avec la démarche là dans la rue à 5h52 du matin, tu vois c'est presque buggé dans sa façon de marcher. La façon dont il sonne, on a l'impression que je ne sais pas si le doigt passe à travers la sonnette, les mains passent à travers les tables et tout. C'est-à-dire que nous, on voit que c'est buggé. Et fatalement, avec ce choix d'animation-là, nous, spectateurs, on rigole de la situation en voyant des PNJ littéralement se poser des questions idiotes pour nous, puisque c'est absolument frontal, quoi. Et là, il joue avec les spectateurs, Dupieux. Il joue notamment sur la perception du réel et tout de notre monde, mais ça, on y reviendra plus tard, mais aussi sur le fait que c'est ridicule de les voir se questionner sur une simulation, parce que nous, on sait que c'est une simulation, c'est même une fiction et une simulation d'animation dans la fiction. Et là, il y a tout le génie de Dupieux, c'est-à-dire qu'il, comment dirais-je, il décomplexe totalement son message et il nous fait rentrer dans un délire de buddy movie avec un personnage plus désagréable que l'autre, hein, là aussi. Et on va beaucoup se marrer. Et c'est comme si Dupieux voulait nous dire hey, attendez, vous allez réfléchir et suranalyser sur mes films comme d'habitude. Nous, on le fait, on est les premiers. Il en rigole et ça le fait rire. Donc ça va peut-être le faire rire aujourd'hui aussi. Mais premier degré dans le film, la plupart du temps, j'ai pris surtout un grand plaisir à profiter des dialogues, des punchlines, des situations absurdes et surtout absurdes et hyper réelles, pour citer Baudrillard, de certains moments, quoi. Au-delà même de savoir comment ça allait se terminer et quel était peut-être le message, etc. Par contre, en sortant de la salle, évidemment, j'ai commencé à analyser certaines choses et on va poursuivre cela ici. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses dans cette idée-là de questionner l'artisanat et aussi la peur que ça va trop vite. L'idée du temps chez Dupieux, on l'a déjà vu dans Incroyable mais vrai aussi, où il questionnait l'idée que ça va trop vite et qu'à vouloir aller plus vite que le temps ou à vouloir jouer avec le temps, on ne profite plus et on va directement droit, on court à notre perte, quoi. Oui, bah, sur la question de l'artisanat et de la peur que tout aille trop vite, je pense que c'est une idée qui rejoint un peu tout ce qu'on entend sur le film depuis sa sortie à Cannes et je trouve ça, en fait, pertinent parce que pour moi, tout ce qui était un peu trop le sérieux de certains films comme Matrix qu'ils citent justement et c'est pour ça qu'on en parle parce que le film en parle lui-même. C'était en fait un film, Matrix qui se prenait très au sérieux, qui était, voilà, un sérieux de cathédrale qui était hyper premier degré et on voit très bien que Dupieux en rigole. C'est pas pour rien qu'il cite le film, à l'intérieur même du Vertige parce que, je pense qu'aujourd'hui il en rigole parce que, on l'a vu aussi avec le deuxième acte, c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux de l'IA et on a beaucoup parlé de l'IA autour du Vertige et à l'heure justement de l'IA générative et des images qui sont, presque entièrement numériques et totalement moches, encore plus que, peuvent, le qualifier certains de ses détracteurs sur ce film. Ben, le style polygonal qu'il utilise, celui de la PlayStation, en vrai, peut-être qu'à une époque, il a inquiété, sur, de soi-disant crainte du réel, un peu comme les CGI dans les années 90. C'est ce qui avait fait tout le sel d'ailleurs de la décennie 90, je trouve. Mais ce design-là, aujourd'hui, il inquiète plus personne et il fait plus rire qu'autre chose. Et je trouve ça pertinent que, on rigole de cette forme numérique qui a tant traumatisé, enfin traumatisé, c'est un grand mot, mais qui a tant marqué les années 90, tant pour, le domaine des jeux vidéo que pour le domaine des CGI. Je trouve ça vraiment intelligent qu'on en rigole avant que l'IA arrive parce que pour moi, le projet, c'est clairement de rire avant de craindre l'IA et tout le film me donne un peu cette réflexion-là et justement,
il s'amuse, Dupieux, comme il le fait dans tous ses films, en multipliant les incarnations de ce vertige existentiel avec une vraie générosité comique pour le coup et là où je le trouve encore plus pertinent, c'est que, bah, il cherche forcément à faire rire par l'absurde et même si on retrouve certains gimmicks dans les dialogues, dans, les situations aussi, je trouve que là, il a vraiment trouvé le sommet, de comment dire? Il a vraiment trouvé le sommet de l'absurde, pour un film qui s'appelle Le Vertige, c'est d'ailleurs tout à fait drôle, mais le sommet, c'est le concept en soi. C'est de se dire que potentiellement, des gens peuvent penser qu'on vit dans une simulation. Ça, c'est complètement absurde et c'est le parangon, on va dire, de l'absurdité et je trouve ça absolument phénoménal puisque, c'est pas non plus irrationnel. C'est absurde certes, mais c'est pas non plus irrationnel dans un monde où justement on peut craindre avec l'IA, heu, que, le réel ne le soit pas finalement Et et d'autant c'est plus toute l'intelligence. tu sais que, enfin, je crois que c'est même, c'est mentionné dans l'interview qu'il a donnée à Brut, hein, je crois, si je me trompe pas, parce que celle où, enfin, il est tout le temps en polygone en ce moment en promo, mais où il y a cette mention de milliardaires qui financent des recherches comme quoi pour prouver qu'on vit dans une simulation. Voilà, donc c'est un vrai délire, mais après le délire de milliardaires, on sait ce que c'est, hein. Donc désolé de t'avoir coupé, mais sur ce point, finalement, il y a des gens premier degré qui pensent qu'on vit dans une simulation. Alors évidemment, c'est un délire qui vient de Matrix et tout, Baudrillard, mais peut-être que, enfin Baudrillard, c'est un peu plus, c'est une réflexion plus conceptuelle, philosophique quand même. Et peut-être que il y a des gens qui se posaient cette question avant aussi, hein, d'une certaine façon, hein. Oui, oui, non, mais c'est ce que je disais, ça paraît absurde, mais c'est pas totalement irrationnel non plus. C'est-à-dire que ça s'ancre dans un espèce d'élément, on va dire, de doute existentiel et de vertige aussi du coup et heu et je trouve ça, en fait, logique vis-à-vis de l'époque à laquelle on vit, dans une époque où, l'IA peut permettre de modifier des images et donc des pensées Oui. aussi puisque, on a toujours vu l'image comme une forme de vérité. Si aujourd'hui, l'image n'est plus vraie, bah, les pensées ne le sont plus non plus, hein, c'est toute la théorie, postmoderne de Baudrillard et cetera. Mais du coup, on a ici quelque chose de vraiment pertinent, tant dans le fond que sur la forme, je trouve, avec une espèce de cohérence vraiment, vraiment hallucinante et pour autant, c'est un film qui, se prend pas non plus trop au sérieux et c'est tout le génie de Dupieux, de se dire que, on va rigoler, on va simplement rigoler et heu, pour le coup, Dupieux nous ouvre quand même une porte, comme on est en train de la saisir, avec une puissance phénoménale pour analyser, pour essayer d'interpréter le monde, quoi. Mais c'est tout le paradoxe du pieu. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'IA, il y a même une scène littéralement qui parle de ça indirectement, puisqu'il y a la boulangère à 8 doigts. On voit les générations IA, alors ça commence à se corriger, hein, mais qui fait souvent des trucs avec des doigts improbables, ou voilà, des humains qui ont trop de doigts, ou c'est pas très bien coordonné et tout. Mais pour en revenir à ce que tu disais là-dessus, l'IA aujourd'hui, ce qui génère donc par cette intelligence artificielle, c'est de plus en plus flippant parce que c'est de plus en plus difficile de la distinguer d'une réalité, mais on voit toujours ce côté qui fait flipper dans la trop parfaite duplication de la réalité, j'ai envie de dire, parce que en plus dénué de toute vision artistique souvent, hein, quand c'est fait juste par copie, hein, ce sont des copies l'IA qui génèrent des copies sur copies pour créer des trucs. On voit passer des choses un peu folles là, mais ça fait Hollywood, c'est post-hollywoodien, hyper hollywoodien même, hein, sur certains trucs. Et là, justement, je ne sais pas si c'est une peur de Dupieux, peut-être qu'il se dit mon art est en danger d'une certaine façon, peut-être que dans 10-15 ans, je pourrai plus faire de films. Enfin, on pourra toujours, ça dépend des producteurs, s'ils donnent la chance à des artisans, tout le monde ne sera pas obligé de tomber dans l'IA non plus, notamment dans les moyennes ou petites productions, hein. Dupieux, c'est des moyennes productions, c'est pas des blockbusters, quoi. Et cette idée que finalement, dans cette quête de perfection absolue, moi, je vous propose ici un film de simulation où je ne cherche pas la vérité le réel, je vous replonge dans un truc des années 90, complètement loufoque, un peu dans cette vallée de l'étrange, avec le recul. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on jouait à ça, c'était un peu flippant, mais on se posait pas la question du. Enfin, j'ai connu là, les années PlayStation et tout. On voyait on voyait que c'était pas réaliste, mais pour nous à l'époque, c'était le plus réaliste possible qu'ils pouvaient imaginer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en rigole. Mais c'est ça, le paradoxe du pieu, il en revient aussi à ça. C'est que quand je parlais de cette idée qu'aujourd'hui, tout va trop vite dans la création, on prend plus son temps, on profite plus.
paradoxalement, Dupieux lui aussi va trop vite. Parfois, on peut lui reprocher qu'il fasse trop de films trop vite. Mais en contrepartie, je pense que Dupieux, avec son acte cinématographique incessant, profite du présent et de son art en mode tant que je peux le faire, tant qu'on me donne la possibilité, tant que j'ai des idées loufoques et tout, et que je peux les mettre en film, je le fais. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et aussi bien, dans 10 ans, je serai tellement has-been que même les producteurs actuels me laisseront tomber et feront des trucs de génération IA, etc. Donc c'est peut-être ça aussi le beau paradoxe de Dupieux, c'est qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il peut le faire, il propose des trucs comme ça, mais derrière, peut-être qu'inconsciemment, il se dit, je le fais maintenant, je profite, parce qu'il y a un message sur ça dans le film, hein. On ira dans la zone spoiler l'expliquer à la fin, de profiter de notre entourage et de pas faire n'importe quoi parce que tout va trop vite. Puis bon, la vie va très vite, on ne sait pas de quoi demain sera fait, tout court de toute façon. Oui, puis il y a une forme d'urgence aussi dans son cinéma, bah, tu l'as dit, le nombre de films, qui mettent très peu de temps à tourner, qui sortent très vite et qui, aussi sont très courts. C'est une forme d'urgence chez lui. Alors, on n'est pas psychanalyste et de toute façon, on est contre la psychanalyse, mais, il y a quand même ça dit quand même quelque chose de peut-être de lui avec ce vertige-là et on sait déjà d'ailleurs, que, ce n'est pas fini. Il y a Fulfil qui sortira, prochainement. Potentiellement le film avec Eric et Ramsey qui sortira avant Fulfil aussi et Fulfil qui a aussi cette idée de peur du réel, je vais pas trop en dire mais l'idée elle est là au travers les manifestations de gilets jaunes qu'on voit dans le film et que le personnage de Woody Harrelson, lui, reste souvent enfermé, dans un hôtel pour éviter ces manifestations-là. Je vais pas plus en dire et le Fulfil n'est de toute façon pas le sujet, mais il y a cette idée qui persiste et qui perdure dans son cinéma et Réflexion aussi sur la, une forme sur la d'urgence. parenté. Apparemment, tu m'avais dit aussi réflexion sur la parenté, parce que dans Le Vertige, il y a Oui, ça aussi. oui, 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 bah, il y a pour le coup, dans Fulfil, c'est même le 1er sujet, je dirais, là où dans Le Vertige, c'est un peu mis de côté dans le sens où, dans Le Vertige, ça reste, un running gag, concernant, ben, l'enfant qui vient de naître, comme ça, sans cordon ombilical. Donc voilà, mais dans Fulfil, pour le coup, il y a une vraie réflexion derrière et ce sera le sujet de notre prochain podcast ensemble. Ah bah oui, ou Signaux, on verra, Ou ça va Signaux. dépendre. Je me prends à rêver que les deux sortiront encore cette année, ça va être un peu compliqué, ça serait annoncé normalement. Mais bon, il est capable d'en Ouais, mettre un je pense en que octobre et l'autre en fin décembre, hein. je Mais pense que Fulfil, ce sera pour 2027. ah oui, bon, pareil, comme ça, au moins on aura un Dupieux en 2027 quoi qu'il arrive. Mais parce que ça serait dommage de rompre cette linéarité. Mais plus sérieusement, avant d'aller dans la zone spoiler, parce que celle-ci va nous y glisser, parce que bon, après spoiler ou pas, peu importe. Mais alors, déjà, tout à l'heure on parlait de Matrix, moi ça me chie la tête, ça me bute de rire, comme il dirait, qu'au début on apprend que le chat de Bruno soit mort. C'est comme s'il avait tué le chat de Matrix, le fameux chat qui est le glitch, le bug hein, dans Matrix, qui est remplacé ici par un pigeon d'ailleurs. On passe du chat au pigeon pour montrer aussi indirectement Dupieux qui prend ça à la légère et à la rigolade. Mais on en parlera du pigeon après quand même. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment en soi, c'est pas un spoiler. Il y a un bug de pigeon à un moment. Mais on essaiera d'analyser qui peut être le pigeon dans le film ou pas. Mais avant d'aller dans la zone spoiler, mais on va y glisser de toute façon avec ce point-là, à mon avis, c'est la mise en scène des miroirs. Et chez Dupieux, mine de rien, la réflexion, mais là je parle de la réflexion des miroirs, arrive souvent, enfin apparaît souvent. Que ce soit le reflet à travers les images, le reflet à travers les fictions dans la réalité, le méta, etc. Mais moi, il y a plusieurs moments dans le film, et c'est normal qu'il y ait des parce qu'après on expliquera pourquoi dans la zone spoiler, mais ça va pas tarder. Mais il y a beaucoup de plans, parce que oui, c'est du cinéma avec des plans, c'est réfléchi. Je parlais des champs contre champs tout à l'heure. Bon, ça, à la rigueur, on peut toujours y réfléchir autrement. Mais il y a beaucoup de moments où ça se regarde dans des miroirs brisés. J'en veux pour preuve le début du film, quand Jackie va annoncer à Bruno qu'on vit dans une simulation, littéralement, Dupieux filme dans le miroir le reflet des deux personnages. Et cette idée que souvent, moi je pense au Dain, très bon film, hein, le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, où il y a souvent le personnage donc de Jean Dujardin qui se contemple dans le miroir avec son blouson de daim et tout, et il y a cette idée d'identité, qui suis-je, euh, où vais-je, qu'est-ce que je représente, pourquoi je suis là. C'est intéressant cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, chez Dupieux, le miroir est aussi le reflet de la réalité dans sa fiction indirectement, à moins que ce soit l'inverse. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus,
et après on développera plus loin sur ce qui va se passer. Pourquoi ce miroir, hein? Bah, d'abord, je trouve que c'est un formidable outil comique qui pousse le vertige, jusqu'à son sommet. C'est, assez intelligent aussi d'avoir fonctionné ça comme ça. Peut-être aussi que c'est, une référence, bien sûr à Matrix, dans le sens où il me semble aussi qu'il y a certains plans importants de miroir dans Matrix, mais je pense que, c'est surtout pour lui un outil comique et ça fonctionne, très bien. Surtout au niveau de la fin, on n'est pas encore en zone spoiler, donc je vais pas trop en dire, mais il y a cette idée de 2 univers, simultanés et parallèles qui se répondent l'un et l'autre, celui du miroir et celui du Allez, reflet. on y rentre. Vas-y, on rentre dans la zone spoiler maintenant, OK, parce que bah, là, alors on y va. Bon bah, dans ce cas, si on poursuit avec Matrix, c'est aussi l'idée de Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir et cetera, où il y a finalement donc, les personnages qui, en fait, découvrent qu'ils ne sont que les reflets de vraies personnes qui sont derrière le miroir, donc ils ne sont, finalement qu'un 2e strate de la réalité et puis dans la fin, on bascule de l'autre côté du miroir avec, eh bien, les vraies personnes dans lequel, se trouve le vrai monde, enfin soi-disant, et où tout va bien, mais il y a ce fameux pigeon qui vole toujours, en surplace au-dessus d'eux. Bon, je rentre pas là-dedans, mais on en reparlera. Mais en tout cas, le sujet est vertigineux et la façon de pousser encore plus cette, crise du réel et cette crise existentielle par ailleurs, par le biais du miroir, bah, ça le rend d'autant plus vertigineux et c'est peut-être le moment où Dupieux nous invite vraiment à décrocher de l'analyse. Parce que je pense que c'est ce qu'il tend à faire avec cette fin-là, c'est qu'il faut arrêter de se prendre la tête et c'est, heu une façon de dire: «Regardez, de toute façon, où qu'on va, peu importe le côté du miroir, on va être, totalement perdu et du coup, profitez, restez, faites du surplace et profitez de l'instant présent avec vos proches sur ce toit, sur ce rooftop parce que, sinon vous allez, heu, vivre une crise existentielle énorme à force de trop réfléchir». C'est un peu comme ça que je vois la chose ouais. et je sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense qu'il y a un peu cette idée-là aussi avec le pigeon qui Oui. clôture ce film, quoi. Mais bon, pour le surplace, ou au contraire, ne faites pas du surplace dans vos suranalyses, de surréflexion. À un moment, lâchez prise et prenez votre envol aussi. Bon, Oui, bien sûr. parce que bon, le pigeon, oui, d'abord, c'est vrai que ce pigeon, on le découvre au-dessus d'une bouche d'égout. C'est une scène qui est énorme parce que c'est un truc qui est derrière les toilettes, c'est improbable, hein. D'ailleurs, le personnage de Jonathan Cohen, il dit ça à Alain Chabat, mais qu'est-ce que tu es allé foutre derrière là, à découvrir ce pigeon? C'est-à-dire que tiens, le personnage de Jonathan Cohen, ça va être un des personnages qui va aussi un peu suranalyser, essayer de surcomprendre. Vous savez pourquoi il est allé là-bas, le personnage d'Alain Chabat? Mais on s'en fout. L'important c'est le pigeon qui fait des surplaces. C'est vrai qu'il faut quand même avoir l'idée qu'il soit allé derrière et qu'il ait ouvert la bouche d'égout, qu'il ait trouvé le pigeon. Mais bon, allez, après tout, peut-être qu'il se faisait chier, c'est tout, hein, à un moment. Et cette idée que le pigeon, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on le bouge et il l'a ramené à 500 mètres, il reviendra toujours là. C'est-à-dire qu'il y en a qui reviennent toujours à leur point de départ et qui n'évoluent pas. Tiens, c'est intéressant parce que Dupieux, souvent on l'a critiqué, enfin je dis on, pas nous, hein, mais des gens le critiquent parce qu'il fait toujours la même chose, c'est chiant, voilà, il se renouvelle plus, machin. Alors c'est faux, hein, en soi, même s'il a toujours les mêmes obsessions et thématiques, il propose des trucs, on peut adhérer ou non, hein, mais qui peuvent changer, qui ils font des pas de côté, etc. Donc beaucoup, peut-être que là aussi, il s'est dit, attendez, est-ce que vous pensez que je vais faire du surplace avec ce film? Je vais foutre un pigeon qui fait du surplace. Il en rigole. Mais comme tu le dis, c'est très très intéressant. Ça, dès qu'on peut rentrer dans l'analyse du what the fuck, vertige et tout, en fait, il nous plonge dans l'absurde de situations hyper humoristiques. Bon, l'histoire du pigeon, c'est drôle, mais moi, j'en veux surtout pour preuve la scène avec donc le personnage autre qui apparaît au milieu du film, un certain Christophe Bourgeois, qui s'appelle Bourgeois, c'est intéressant, l'analyse issue du nom de famille. Est-ce que Quentin Dupieux... Analyse, marxiste selon Dupieux. Ah, le marxisme selon Dupieux, tiens, ça serait toute une analyse à faire à part. Là, il doit beaucoup rigoler à ce moment-là en nous écoutant. Mais cette idée qu'il y a donc ce monsieur qui travaille sur le sujet, qui a découvert qu'on était dans une simulation depuis 15 ans. 15 ans, d'ailleurs, plus tard, il y aura une ellipse de 15 ans aussi. Pourquoi 15 ans? Pourquoi pas? Ouais, peut-être un hasard. Les chiffres et les nombres dans le film sont-ils des hasards? Bonne question. On va pas aller dans la suranalyse. On va pas dire, par exemple, que 15 en ésotérisme, c'est le symbole de la transformation à travers l'amour et la créativité. Non, on va pas le dire. Je sais pas. Mince, je viens de le dire. Non, mais Pardon. n'importe quoi. Mais je vois très bien Quentin Dupieux dans l'ésotérisme. J'imagine trop. Euh,
pourrait avoir des surprises. Mais plus sérieux, il pourrait faire un film d'horreur ésotérique, ça pourrait être intéressant. Mais plus sérieux, bon, il a fait Rubber en film d'horreur. Hein. Mais voilà, pour revenir à cette scène, c'est-à-dire que c'est là où le monsieur explique le concept. Vous voyez là, à travers le miroir, les gens que vous voyez dans le reflet, ben, c'est eux les vrais. Et nous, on n'est que des simulations. Et t'as le personnage de Jonathan Cohen, qui est complètement con hein, dans le film. Il est insupportable, il est même très désagréable indirectement avec sa femme. C'est pas qu'il est désagréable, c'est qu'il la délaisse, quoi. La relation de couple, elle est bizarre, elle fonctionne pas, quoi. Mais bon, peu importe. Il va bousculer une personne âgée, enfin, c'est n'importe quoi. Et lui, il est à fond dans l'idée de la simulation parce qu'il peut vraiment devenir l'égocentrique individualiste connard à faire ce qu'il veut et à pouvoir dégommer ce qu'il veut en mode, tiens, limite à un moment, on aurait aimé qu'il prenne une voiture pour faire GTA, hein, puisque finalement, c'est un peu la PlayStation GTA ici que Dupieux convoque avec sa cinématique de polygone. Et donc, là, le personnage de Jonathan Cohen, il dit un truc qui est tout con. Oui, mais les gens en face, dans le reflet, eux, ils parlent comme nous, donc eux aussi, ils se disent la même chose, donc ils se disent que nous, leur reflet, nous, on est leur reflet, ils se disent aussi que nous, on est le réel. Donc, eux, ils sont à la fois le réel et la simulation, et nous, nous sommes à la fois la simulation et le réel. C'est le vertige, c'est complètement idiot, on est dans l'absurde. Et là, Dupieux, il nous glisse dans un truc qui pourrait être existentiel, métaphysique et tout, de suranalyse, dans l'absurde absolu, et c'est la scène la plus drôle du film. Parce que du coup, on en rigole. C'est complètement mindfuck, hein. On en rigole. Et alors, tu as le personnage en face qui dit ah, mais votre analyse, elle est brillante, vous êtes brillant. Et là, j'ai explosé de rire dans la salle en me disant, ah, Dupieux, peut-être que là, il met le doigt aussi sur nous, les critiques, les suranalystes. Finalement, on est un peu absurde aussi, quelque part. Oui, On parce est que dans nous, on est un l'absurdité peu, de la suranalyse. Mais en fait, ce que Dupieux ne sait pas, peut-être qu'il le sait, en discutant comme ça et en suranalysant ensemble, on s'amuse beaucoup et on profite du moment présent. Donc c'est cool. oui, parce qu'on a un peu ces Jonathan Cohen qui se demandent, mais si on met un miroir devant miroir, qui est qui? C'est aussi de tout le génie absurde qu'il a mis, dans cette séquence et en même temps, l'absurde va plus loin dans la dimension où tu le disais, un peu GTA qui parcourt, le personnage de Jonathan Cohen dans le deuxième arc de son récit. Si on part du principe que le personnage de Jonathan Cohen en a 3, et que là, du coup, en gros, il y a la première. Pour moi, il y a un premier arc où il prend, le personnage d'Alain Chabat pour un idiot total. Le deuxième acte où il est convaincu, tiens, le deuxième acte, et le troisième acte qui revient après les 15 ans plus tard et où on le voit en mode Steve Jobs, vendeur ultra tech bidon. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir qu'il pousse même comment dire, ceux que le monde réel voit comme des génies et des scientifiques hors pair comme finalement des abrutis de première catégorie Je dirais qui même sont Elon Musk. Là, absurdes. on est dans le monde, Ouais, le on est dans mode Elon Elon. Musk aussi, ouais, ouais. Parce que, en fait, c'est vrai, ce que tu dis est très intéressant. Au début, c'est juste un connard lambda qui n'en a pas grand-chose à faire que sa femme va avoir un gosse. C'est même le fait qu'elle ait un gosse, c'est même un non-événement. Parce que, ah, mon chat est mort, alors que sa femme est quand même enceinte à côté. Bon, tu vois le délire quand même. L'enfant accouche, ah, je suis père et tout. Son épouse, elle a l'air totalement matrixée par cette relation toxique. On la voit après, elle parle d'argent, on comprend pas pourquoi. Elle arrose son bébé au téléphone. Elle a oublié le nom de son bébé qu'elle avait noté dans le téléphone. Ça en dit long, ça aussi, hein, sur le monde d'aujourd'hui où les gens se réfèrent trop aux technologies et on oublie tout simplement de réfléchir humainement. Il y a tout un délire là-dessus. Il est là, après, il devient vraiment le con individualiste. Encore l'IA, quoi. Ouais, bah, par exemple. Et il devient le con individualiste sans conséquence en tapant tout, en faisant des fucks, en insultant un monsieur de l'autre côté du métro. Limite, il part en mode Orange Mécanique. Il aurait pu. Moi, j'aurais fait une scène, si j'avais été Dupieux, où il aurait piqué une bagnole et il aurait fait GTA, mais premier degré. Pourquoi il l'a pas fait? Non, mais on voit, c'est le vrai connard et ce connard égocentrique à qui on dit il est brillant. Il y a cette scène où tu as le Christophe Bourgeois qui va être renversé par un bus, on se croirait dans Destination Finale. Il est en 1000 morceaux et il voit la tête. Alors après, on est dans une simulation, c'est possible, hein, mais bon, c'est mental. Il se persuade que la tête lui parle et lui dit t'es un génie, t'es un génie, t'es un brillant, t'es un fucking genius, comme on dirait dans réalité, tu vois. Et à partir de cette idée-là qui s'est lui-même mise en tête, il va devenir, au-delà du gros con égocentrique, il va abandonner son pote, voilà, il abandonne l'ami quand même, c'est lui qui lui a mis cette idée en plus, et il va devenir l'entrepreneur escroc absolu en inventant un truc, le Reflectus improbable, qui est c'est une merde totale, le machin, ça ne marche pas.
C'est terrible ça. C'est-à-dire que voilà, c'est des vendeurs de rêves, comme Elon Musk, hein, qui est un vendeur de rêves et de récits. On va aller sur Mars. Soi-disant, on aurait dû y aller là sur Mars. Hein. Il avait dit ça il y a 10 ans. On irait sur Mars en 2026. Bon, en attendant, c'est que du pipeau. Et aujourd'hui, c'est le premier trillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas, de l'humanité. Ça en dit long quand même sur notre monde. Et peut-être que dans cette simulation, le personnage de Jonathan Cohen est le premier milliardaire français, j'en sais rien, tu vois, on peut dire n'importe quoi. Je pense que ça en dit long quand même sur pas mal de choses indirectement, même si c'est un gros con sur lequel on va rire, parce que c'est une comédie. Oui, oui, bah, il y a de ça et le fait que pour moi ce soit un peu un mélange de tous les technocrates possibles et imaginables. Bien sûr Steve Jobs parce que, il vend son produit complètement con, son miroir à 999 €. Tiens, ça rappelle, bah, bien sûr Steve Jobs et puis, l'iPhone d'aujourd'hui. Mais il y a tout le côté où finalement ce personnage-là, qui avait tout pour devenir un peu, ce géant de la tech entre guillemets, enfin c'en est pas un, mais il y a l'idée derrière, dans le sens où finalement le film aurait pu être un film de David Fincher qui est The Social Network. David Fincher qui est aussi un grand cinéaste des années 90 et de cette crise du réel dans la mesure où c'est lui qui a réalisé Fight Club, c'est lui qui a réalisé The Game et plein d'aspects de la filmographie de Fincher font, largement penser à cette crise du réel-là et paradoxalement, Fincher, c'est aussi quelqu'un qui a théorisé les milliardaires avec, justement The Social Network et là, on se retrouve justement avec Le Vertige qui mélange un peu les 2. Je ne pense pas que Dupieux soit frontalement inspiré de Fincher. Je pense que c'est même un cinéaste qui doit même pas trop apprécier, j'en sais rien à vrai dire, mais c'est mais l'idée est là et les 2 se rejoignent autour de cette idée qui, pour moi, est centrale et voilà. Non, mais oui, finalement, tu vois, on n'a pas envie d'aller trop loin non plus, au-delà de cette suranalyse-là, qu'on a commencé déjà à faire indirectement. Mais moi, je sais pas, à la fin, arrivé donc dans ce troisième acte, parce que oui, ce film a un troisième acte. On reproche parfois à Dupieux qu'il manque un dernier acte, une conclusion. Moi, je trouve que là, c'est son film le mieux conclu, en vrai, Ah oui, depuis oui, longtemps. oui, oui. Depuis longtemps, depuis Réalité minimum, mais Le Dain aussi. Ah, quoique aussi Le Dain avait une conclusion que je trouve fascinante d'une certaine manière. Le retour au réel ultime qui est la nature. Mais ça, c'est autre chose. Comme quoi, finalement, Dupieux C'est peut-être. peut-être parce qu'aussi il est peut-être plus dans l'écriture automatique aussi, hein. Ça a été pensé et réfléchi, je pense. Ah, peut-être, mais quoique, parce que finalement, c'est simple comme fin aussi. Mais dans l'idée que dans ce troisième acte, 15 ans après, donc, il a abandonné son pote, Jackie, qui est malheureusement, alors lui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, hein, mais il est dans un fauteuil roulant. Enfin, il a une vie très triste, le pauvre. Il a été, voilà, c'est son meilleur ami qui lui a volé son idée. Donc, d'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas ça dans l'histoire de la tech, une histoire bon, dans l'histoire d'inventeurs, il y en a beaucoup qui ont volé des idées à l'autre. Hein. Je pense que par exemple, Edison a volé pas mal de trucs à Tesla, etc., etc. Mais donc, dès qu'il y a du pognon à se faire, il n'y a plus d'amitié. Et ça, c'est terrible d'ailleurs. Cette idée que dans cette simulation-là, certes, rien n'existe. À un moment, il y a quand même le personnage, je ne sais plus si c'est Jackie qui dit ça. Oui, c'est Jackie. Il dit même l'argent, c'est pas réel. Eh ben, l'argent, ça a beau pas être réel, puisque rien n'est réel dans cette simulation. Eh ben, le personnage de Jonathan Cohen, il va tout abandonner pour l'argent. Et d'ailleurs, à la fin, sa femme, elle est contente de gagner de l'argent là dans cette conférence, dans ce gala. Elle le dit. Bon, bah, écoute, hein, tout le monde est matrixé plus ou moins. Il y a la fille qui apparaît, on y reviendra sur la fille après. Parce que c'est très 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 drôle. La voix de la fille, c'est Anaïs de Moustier aussi. J'étais mort de rire. La façon de faire parler les ados, on voit que c'est un décalage, ça n'a aucun sens. Et on a l'impression qu'on est dans un avenir plus ou moins proche, là d'ailleurs, sur ce dernier acte. Mais bon, arrivé au bout, moi j'ai ressenti une émotion dans cette tristesse du personnage de Jackie qui a été abandonné et qui va être complètement sur ce toit en haut, là. Il va le menacer avec une arme, etc., désespéré, en ramenant la fille du personnage mort, voilà, qui avait théorisé avant, etc., comme quoi tu as volé la propriété, machin chose. Moi, j'ai trouvé ça triste et pathétique d'une certaine manière, même si c'est dans un décalage ridicule aussi. Et c'est la fille de Bruno, donc Jonathan Cohen, qui arrive en disant mais ton réflectus c'est de la merde là, ça marche pas. Et elle lui brise le miroir du réflectus. Et là, le personnage de Bruno, alors ça fait surfait, mais c'est quand même touchant, même si c'est ridicule et drôle à la fois. Il va se mettre à pleurer dans le reflet brisé de ce miroir. Et je dois être un peu con. Peut-être que je suis le pigeon qui fait du surplace aussi, d'une certaine manière. Mais j'ai eu un moment d'émotion. Je ne veux pas dire que j'étais aux larmes, loin de là. Mais j'ai eu un petit moment d'émotion à ce moment-là.
est-ce que tu arrives à comprendre le fait que toi, tu n'es pas ressenti ça, je pense, mais que j'ai pu ressentir cette émotion? Et je sais pas d'où elle vient vraiment, l'émotion d'ailleurs. Peut-être plus pour le personnage de Jackie, peut-être. Alors d'émotion, je sais pas ce qui t'a pris en vrai. Ah, Mais, je suis fatigué. pour moi, il y a ce truc plutôt c'est une invitation à se foutre vraiment de la gueule du personnage de Bruno, mais jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'à son propre reflet va se foutre de sa gueule. Ce qui est quand même Ah oui. Oui. vraiment là aussi quelque chose, un sommet de l'absurde. D'autant plus que, dans le monde réel du coup et pas celui des reflets, que l'on suivait depuis le début du film, bah, j'ai globalement l'impression que tout se passe bien, quoi. Certes, Ils s'en Bruno, il battent est les couilles, devenu hein. très riche, C'est le mais réel du Dieu, ils s'en battent les couilles, hein. Ils sont ouais, toujours c'est potes. ça et dans ce petit monde-là qui est le monde démiurgique de Dupieux, bah, on se fout de la gueule de ceux qui se prennent trop la tête et de ceux qui ont c'est fou, c'est quand même formidable. C'est pour ça que j'ai ressenti de l'émotion. C'est envers moi-même, j'ai une empathie envers moi-même. En fait, ils se foutent de ma gueule. Non, mais plus Mais sérieusement, c'est un peu c'est ça, hein. mais c'est peut-être ça. Mais c'est ça qui est bien. Du coup, ça remet en question, ça remet en perspective. C'est vertigineux. Mais cette idée que le fait qu'ils observent l'autre monde qu'on a vu nous dans le film, en mode d'ailleurs un peu quatrième dimension, il y a cette idée un peu. Ça, il l'avait trituré dans Fumer fait tousser, entre les contes de la crypte et quatrième dimension dans les histoires. D'ailleurs, il y a des. Ce qui est intéressant, c'est que avant cette conclusion, il y a même des flashbacks passionnant, qui ramène un petit peu, c'est un mi-chemin entre Fumer fait tousser dans les histoires racontées et le côté un peu elliptique de Incroyable mais vrai, où ça va très vite à la fin, ce qui était très touchant indirectement, cette idée d'aller très vite à la fin d'Incroyable mais vrai pour montrer que le temps passe, et c'était triste ce qui arrivait du coup au personnage de Léa Drucker, hein, d'une certaine façon, même si elle revenait à une forme de jeunesse qui était pourrissante. Mais cette fin Bah, où, là aussi, ça rejoint un peu l'idée du miroir dans le sens où on veut absolument paraître plus jeune et et oui. cetera. Oui, parce qu'elle se regarde beaucoup dans le miroir, du coup, le personnage de Léa Drucker, pour se voir rajeunir, après s'être vu vieillir, c'est intéressant. Et à la fin, bah, il se marre, il rigole, il rigole. Et malgré tout, on reste dans une simulation, parce que finalement, il avait raison, le couillon Jonathan Cohen, en disant en face, c'est aussi une simulation et tout, parce qu'il y a quand même encore ce pigeon qui fait du surplace. Mais ce pigeon qui fait du surplace, à la fin, ça veut dire que de toute façon, on est dans une simulation, on est dans la fiction de Dupieux, faites pas chier, quoi. C'est ça le message à la fin. Mais je sais pas ce que. Après, Bah, voilà, après, cette fin, elle est drôle, du coup, avec ce pigeon. Mais elle est drôle pour moi et existentielle aussi, d'une certaine manière. pour moi, c'est un peu le geste final de l'absurde, de vraiment, sortir du film en tant que tel, sortir de la diégèse et se dire: «Bah, regardez, vraiment, tout le monde se prend trop la tête, venez, on arrête, quoi». C'est un peu Mais la ponctuation finale du film, quoi. Mais j'ai quand même une conclusion à apporter sur ce plan-là, parce que c'est là où on rigole, on est dans le buddy movie léger, un peu couillon dans certains moments, il y a des punchlines, très bien écrits au niveau des dialogues, mais bon, on a l'habitude avec Dupieux, c'est très bien lu, et je dis bien lu du coup par les comédiens, ça renforce la connerie de certains propos d'ailleurs, mais arrivé au bout, euh, je me suis pas... Après le film, je me suis un peu posé, j'ai fait ma vidéo, et j'ai réfléchi, parce qu'on est obligé de réfléchir, et heureusement, on voit des films, on réfléchit. Surtout que ça appelle à notre réel, donc forcément, on réfléchit un peu. Mais arrivé au bout, là, on peut se poser cette question, et pas que à travers ce film, mais chez Dupieux, là, cette absurde, parce que là, c'est un film absurde, hein, j'ai envie de dire. Pas surréaliste, c'est pas Dali, mais dans le surréalisme de Dali, il y avait de l'absurde aussi, évidemment, avec des jeux de miroir entre rêve et réalité et tout ce que vous voulez. Et même, là, j'ai envie de dire que c'est un absurde hyper réaliste de la simulation. On se demande ici, finalement, si ce film est comme d'autres avant, quand même, indirectement ou inconsciemment, ça, on ne sait pas. On se demande si ça renvoie pas à une certaine déshumanisation de notre monde actuel et réel, où on ne prend pas notre temps, comme on le disait tout à l'heure, et le temps chez Dupieux, c'est partout, tout le temps. Il y a un jeu sur ça, le temps qui passe, le travail sur les corps qui change aussi. Dès son premier film, un steak, qui parlait quand même de la chirurgie, voilà. Et du coup, un monde où on prend plus notre temps et où on se perd trop en réflexion aussi, du coup. Donc là, je me perds, je suis moi-même l'allégorie de ce que je dis. Dupieux, ça, là, ça l'amuse, je pense. Et moi, Mais je te regarde t'enfoncer là-dedans. voilà, mais tu regardes comme les réels Bruno et Jackie de la fin, là, tu vois, tu rigoles, mais dans le sens où continue, continue à te moquer, je te vois, hein, tu rigoles. Et Quentin aussi, je t'entends, hein, tu rigoles. Mais non, mais plus sérieusement, à la fin, on se force
et on se force à faire trop et on fait du surplace comme le pigeon, comme je suis en train de faire. Hein. Je suis littéralement là en ce moment, là depuis 2-3 minutes, comme le pigeon qui fait du surplace. Mais le vrai message arrivé au bout, et c'est ça qui est passionnant. On peut se prendre la tête pendant 2 heures, mais le vrai message, la vraie conclusion qui paraît limpide ici, c'est soyez humains, vivez l'instant présent, soyez de bons potes, soyez de bons maris, de bons pères de famille, parce que je pense que si le message il est là, sa fille à la fin, dans le vrai monde, bah, c'est le papa, papounet, on va manger et tout, c'est la famille parfaite, c'est le pote, c'est le père, l'époux et le pote parfait, quoi. Et quelque part, finalement, voilà, j'ai pas envie de m'enfoncer plus, mais dans cette idée, c'est que dans son film, là, à la fin, on reste quand même dans une autre simulation, malgré tout. Parce que il nous le dit, ce n'est qu'un film. Voilà, sortez de là, sortez du cinéma et allez vivre votre réalité. Hein. Voilà, sortez de mes fictions aussi. Vous avez bien rigolé, c'est cool, c'était le message. Vous allez réfléchir 2-3 minutes, ou ici 45 minutes, mais après, on va vivre notre vie avec nos proches et profiter de l'instant présent. Et je pense que c'est un film qui parle de ça. Profitez de votre entourage et de l'instant présent. Comme c'était montré dans beaucoup de films auparavant, de toute façon. Oui, je suis assez globalement d'accord avec ça et je pense que de toute façon, Dupieux, il nous a toujours plus ou moins, comment dire ça? Invités à aller se faire foutre. C'est un peu l'idée aussi, souvent de son cinéma et peut-être que là, c'est, le sommet vertigineux de cette pensée-là et à nous de l'écouter et de conclure là-dessus, je pense. Oui. Bah, c'est ça, Parce allez que vous faire foutre. Voilà, c'est le message. Non, mais en plus, intéressant, c'est que le personnage de Jonathan Cohen, à un moment, il fait un fuck au miroir à la fin. Tu vois, il y a quand même un truc là-dessus où on commence à rentrer dans le délire. Mais ouais, mais là, il s'en fiche du pieu. Il s'en fiche, mais quand il crée, il a envie de faire les choses. Quoi. Il aime ça. C'est sa passion, c'est son truc, c'est sa façon de vivre, c'est créer. Et même avant le cinéma, même dans sa musique, je sais pas si tu as beaucoup écouté des Mister Oiseau, mais tu sens le côté je m'en foutiste de certains de ses morceaux et même drôle par moment. Il y a vraiment ça, souvent dans sa musique, qui a beau être réfléchi par moment avec les rythmes quand même, avec des peut-être rythmiques polygones. Non, mais bon, il y a des trucs, mais c'est souvent des trucs un peu drôles et un peu lol. Hein, c'est sa musique. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un guest de Flatteric, sa mascotte, qu'on voit dans son single et dans son clip préféré qu'il devait réaliser lui aussi, hein, Flatbeat, il y a la marionnette. La marionnette qui va essayer de donner un peu je sais pas moi, de réconforter le personnage de Jackie qui est rentré dans sa dépression. Bon, je trouve ça touchant aussi, quelque part. Donc je pense que, en fait, Quentin Dupieux, il nous montre que c'est un bon buddy, c'est-à-dire ça va être un bon pote. Hein. C'est-à-dire que si t'es ami avec Quentin Dupieux dans la vraie vie, ça va être cool, en fait. Voilà. Et le fait qu'il travaille avec la nouvelle génération, il leur donne la possibilité de créer des trucs simples aussi, c'est sympa là, dans le film, parce qu'il y a toute une bande de jeunes qui ont participé à ce projet. Donc c'est cool. ouais, Voilà. ils sont de mémoire, ils sont 5 animateurs à avoir, travaillé sur le film en assez peu de temps, il me semble aussi, hein. Bah après, Encore c'est une du fois, c'est l'idée Blender, donc de apparemment, c'est un logiciel gratuit, donc ça a été plutôt fait rapidement derrière, même si sur le travail du montage et du recadrage des voix par rapport au mouvement, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas comment mais ça s'est même fait. dans la programmation du film à la quinzaine, il y a encore une fois et pour conclure là-dessus, cette idée de l'urgence chez Dupieux quoi. À la quinzaine pendant la conférence de presse, ils le disaient, ils avaient vu le film la veille. Ce qui est un peu aussi une forme d'urgence et de précipitation aussi peut-être. Voilà, prenez votre temps, mais quand même, hein, il faut vite, 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 vite être là. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, cultiver ce paradoxe-là, mais c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Après tout, le message, c'est soyez humains, soyez des êtres humains, donc cultivez vos paradoxes aussi. Oui, vous pouvez réfléchir, et c'est important de réfléchir sur les films qu'on voit. C'est très important de réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Mais à un moment, au-delà de la réflexion, on rentre dans l'hyper-réflexion qui nous sort de celle-ci pour finalement profiter de très bons moments. Parce que quand on voit un film, on profite aussi. On aime ce qu'on voit. Des fois, on déteste ce qu'on voit. Mais on est dans le moment présent, quoi qu'il arrive. C'est intéressant, ça. Mais on peut se projeter aussi. Peut-être que Dupieux, il fait des fois les deux choses en même temps. Il fait un projet, il se précipite, peut-être, et il pense déjà à son scénario d'après, dont il a déjà les fonds pour etc. Parce que je pense que le gars, il doit avoir une dizaine de scénarios d'avance, dont certains qui seront abandonnés en cours de route, etc., etc. Parce que je pense, par exemple, le Vertige, c'est le style de truc, il a eu une idée comme ça, qui a supplanté peut-être 15 autres idées qu'il avait en banque, hein, j'en sais rien, mais bon. On va pas rentrer dans les mystères de la création de Dupieux, il n'y a que lui qui les connaît, et c'est tant mieux, d'ailleurs.
Je ne sais pas ce que tu as du coup à rajouter pour conclure, mais on a plus ou moins fait le tour et on a fait le Ouais, pigeon. je pense qu'on a fait le tour, on a fait le pigeon et on est un peu parti dans l'espace parfois, mais c'est OK. C'est ça, c'est vrai, en étant un petit peu en état stationnaire là, dans l'hyperespace. Mais attention à la chute. Il faudra bien qu'on puisse atterrir sans mal. C'est le plus important. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Peut-être pas de nos élucubrations et de nos analyses, mais si vous voulez encore plus suranalyser que nous, n'hésitez pas, hein. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir, hein. À vous d'être les pigeons maintenant, c'est ça qui est important. Mais surtout, voilà, profitez de vos proches. Je pense que le message est là. Et faites attention à l'appât du gain. N'oubliez pas que de toute façon, l'argent n'est pas réel. Et c'est vrai, dans notre monde, là, les milliards de milliards que Musk a, s'il les transformait en cash aujourd'hui, il ne pourrait pas. C'est de l'argent virtuel, tout ça. N'oubliez jamais ça. Voilà. On est quand même dans une société capitaliste qui est régulée par le virtuel, là. C'est vertigineux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut.